Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sur Zoom en bas. Nous accorderons un peu de temps pour y répondre à la fin de la discussion. Donc, nous accueillons aujourd'hui Bogdan Erea, CEO de Pitech Plus, investisseur, créateur d'entreprise. Bogdan, bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes très connu au sein de la communauté francophone de Roumanie. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous rencontrer, pouvez-vous évoquer avec nous les attaches qui vous lient à la France? Oui, donc pour ce qui me concerne, j'ai passé pas mal de temps en France quand je suis parti de Roumanie en 93. Donc j'ai quitté Bucarest juste après avoir eu mon bac et j'ai passé beaucoup de temps à Lyon où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et ensuite, j'ai travaillé dans une multinationale. J'ai fini une formation dans l'informatique, donc je suis un ingénieur en informatique. Et je suis revenu en 2005 en Roumanie et j'ai continué à travailler pour des clients et pour des sociétés françaises et francophones par la suite en Belgique, en Suisse. Voilà, donc c'est une attache qui est une attache de cœur parce que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait mes études, une partie de mes études, j'ai fait ça en France. Et ensuite, j'ai continué à travailler. Je continue à travailler pour beaucoup de nos clients qui sont en France. Depuis l'année dernière, Pitech fait partie d'un groupe qui s'appelle Webhelp, qui est un groupe d'origine française qui est spécialisé l'expérience client et le BPO. Et voilà, on continue notre expérience et notre aventure francophone. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez été, il me semble, surnommé le Xavier Niel roumain dans un article qui vous a été consacré dans la revue Management par la journaliste Marianne Rigaud en 2017. Vous considérez-vous comme tel ou vous avez un mode de pensée différent? Je pense que la parallèle a été faite par rapport aux activités communes qu'on a eues avec Xavier vis-à-vis du financement et du démarrage de l'école 42 en Roumanie. Donc Xavier Niel, au-delà de ses activités d'entrepreneuriat, il a financé le projet 42, l'école de programmation à Paris et nous avons été les premiers à prendre une franchise en Roumanie que j'ai financée moi-même pendant 4 ans. Et vis-à-vis de ça, je pense qu'il y a eu la parallèle avec Xavier. Euh, pour ce qui me concerne, je pense que les personnalités sont assez différentes par rapport à Xavier Niel. On a un parcours qui est proche parce qu'on a été tous les deux dans les nouvelles techno, mais la taille de l'entreprise est pas comparable, le parcours personnel non plus. Très bien. Et donc, au sein de donc, Pitech Plus, donc c'est une entreprise qui travaille donc avec de nombreux clients français, donc la Française des Jeux, Carrefour, Publicis, pour ne citer que. Euh, Votre proximité avec la France a-t-elle été un avantage pour nouer des liens avec ses clients? Oui, je pense que ça a été quelque chose qui nous a différenciés et qui nous a aidé à travailler avec des clients en France et pas seulement. Donc, le fait d'avoir une culture francophone, avoir des collaborateurs qui parlent français, ça a été un atout pour nous. Ça, c'est de l'autre côté une faiblesse, je dirais, pour les sociétés en France. Donc, nous, on a des clients un peu partout en Europe aujourd'hui. On a des clients en Suisse, comme je disais, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. On voit que les entrepreneurs qui sont en dehors de la France sont beaucoup plus anglophones. Donc on a beaucoup plus de compétition, on va dire, dans ces pays. Mais ça facilite la capacité de ces entrepreneurs de se projeter de manière un peu plus globale.
pour nous, ça continue à nous aider. Le fait d'avoir une culture francophone, de parler français, ça nous aide de nouer, de garder des relations sur le long terme avec les sociétés francophones. Donc, c'est plus le fait d'avoir des clients français plus une opportunité que, on va dire, un cœur stratégique pour l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une grosse partie de notre activité en France, Mhm. mais on est calé plutôt sur une base de clients globale, on va dire. Donc, Mhm. même au-delà de l'Europe, on a des clients en Asie du Sud-Est, on a des clients aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on se considère plutôt comme une entreprise globale plus qu'une entreprise Mhm. francophone. Très bien. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, donc la Covid-19, qui a impacté de nombreuses entreprises à travers le monde. Comment les entreprises dans lesquelles vous travaillez ont géré cette crise jusqu'à présent? Je pense que nous, en tant que société, on est une société support. Donc, on a une industrie support qui aide les autres sociétés à fonctionner de mieux en mieux. Dans notre base de clients, je dirais, on a vu il y a des clients qui ont une activité qui s'est développée de manière très, très forte. Donc, tout ce qui est lié à la food tech, donc tout ce qui est lié à la livraison de biens ou de nourriture, toute la partie e-commerce, ça, c'est des activités qui ont très, très, très bien marché aujourd'hui. Par contre, on a des clients qui sont dans des secteurs qui sont très touchés, comme le tourisme, le transport. Euh, on voit que ils sont refinancés cette année, mais avec la nouvelle vague et avec le lockdown qui se passe un peu partout en Europe, pour eux, c'est une activité qui est très très dure. Au final, nous, on voit que avec la crise du Covid, on aura une accélération de la transformation digitale des entreprises. Donc, on aura tous les secteurs, que ce soit le secteur automobile ou même le secteur, les secteurs qui n'étaient pas touchés par la digitalisation. Et je dirais on voit une différence avec les crises précédentes, c'est que même les petites entreprises ont beaucoup plus de focus et regardent beaucoup plus les outils et la manière dont elles peuvent se digitaliser. Donc, de mettre des sites de e-commerce en ligne, d'avoir des outils de communication différents et ainsi de suite. Donc cela pourrait, comment dire, les gens pourraient penser que l'IT est du coup un secteur qui ne subit pas lui-même la crise, car comme vous l'avez dit précédemment, c'est une industrie support. Est-ce que vous pensez que ce soit vrai? Je dirais que dans la totalité, plutôt non. Donc on voit, nous, dans notre industrie et au niveau local et global, que les grosses sociétés sont plutôt en expansion aujourd'hui. Les petites sociétés, par contre, elles souffrent beaucoup. Donc, on a beaucoup d'amis, d'entrepreneurs qui, localement, ont dû réduire leur activité ou carrément fermer leur entreprise parce qu'ils avaient un seul client ou un ou deux clients dans des secteurs qui ont été très, très, très touchés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu et je pense que ça va continuer au début de l'année prochaine. Donc au global, l'industrie IT, je dirais que non, ça a pas été, on n'a pas été touché, mais il y a eu des petites sociétés qui ont souffert à cause de la crise. Et si cette pandémie a mené à s'installer dans la durée, donc vraiment sur plusieurs années, est-ce que vous pensez que de nouveaux challenges pourraient être rencontrés par ces entreprises digitales et comment y répondre? Je pense qu'aujourd'hui, la grosse problématique sur les entreprises dans notre secteur, c'est sur le type de projet ou le type d'engagement ou le modèle économique qu'on a. C'est-à-dire que je pense que les entreprises qui font du body leasing, c'est-à-dire les entreprises qui font de la régie pure, vont avoir à souffrir parce que le fait d'avoir des gens qui sont en télétravail sur une période très 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 longue
va faire qu'on va avoir une recrudescence du marché des freelances. Donc on aura beaucoup de gens qui, plutôt que aller passer des contrats et travailler pour une société, pour le client final, vont aller plutôt travailler en direct avec le client en question. Là où on va avoir une pertinence en tant que société, c'est au moment où on va créer vraiment de la valeur au sein de la société, soit en mettant en place des procédures, des systèmes, où là où on crée de la valeur, on crée des produits, on livre des projets, on prend vraiment du risque, où les marges sont plus importantes, mais où les risques sont plus grands aussi. Très bien. Et est-ce que vous pensez que les entreprises technologiques digitales roumaines peuvent en sortir gagnantes de cette situation, en comparaison avec les entreprises basées en Europe occidentale? Je pense que c'est la question qu'on se pose à chaque crise. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une opportunité localement. On l'a eu à chaque crise. Je pense que c'est lié à notre capacité, plus à notre capacité à grossir le nombre de personnes qui sont dans cette industrie, à former des gens et à attirer des talents dans cette industrie, plutôt qu'autre chose. On a toujours été menacé plutôt par les sociétés qui étaient dans les marchés un peu émergents au-delà des frontières de l'Europe. Je pense à l'Ukraine, à la Biélorussie, un petit peu à la Bulgarie. Notre plus gros compétiteur aujourd'hui, je dirais, c'est entre l'Ukraine et la Pologne. Donc, Ok. aujourd'hui, nous, on a une capacité à continuer à se développer. Le marché local n'est pas une vraie cible pour nous. Donc, pour les sociétés qui ont dépassé une certaine taille, ne travaillent plus pour des acteurs locaux ou très peu. Euh, donc oui, il y aura beaucoup, beaucoup de travail en perspective, je pense. Et donc ça, c'est la crise vient avec beaucoup d'opportunités pour les sociétés en Roumanie. Et quand vous dites que vos compétiteurs sont principalement en Pologne et en Ukraine, quel est, on va dire, le principal différenciateur que vous avez? Donc je suppose que par exemple pour l'Ukraine, ça ne va pas être les prix. Y a-t-il plus de compétences en Roumanie ou d'autres domaines dans lesquels ça peut être un choix préférentiel? Les Polonais, ils sont très, très tournés vers le marché allemand. Donc c'est là Mhm. où on les voit le plus souvent. Les Ukrainiens, ils sont un peu partout, surtout aux États-Unis et en Europe du Nord. On les voit quasiment jamais en France. Je pense que là où il y a un avantage compétitif, c'est la proximité culturelle qu'on Mhm. a vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire nous, on se considère comme un pays européen, multilinguistique, donc on peut opérer pas seulement en français. On a des gens qui parlent d'autres langues européennes. On peut parler en espagnol ou d'autres langues. Donc la proximité culturelle est pour beaucoup, et on a aussi, et pas seulement chez nous, je pense que c'est le cas dans d'autres sociétés, on a des gens qui ont passé du temps, ont fait leurs études à l'étranger, donc qui viennent avec un bagage culturel qui nous aide à avoir une proximité avec nos clients. Et donc je vais vous poser plus ou moins la même question, mais vis-à-vis des startups. Est-ce que vous pensez que cette crise peut favoriser la création de startups localement en Roumanie dans les prochains mois? Donc, je pense que l'écosystème de start-up va continuer à se développer en Roumanie. C'était le cas avant la crise. Là où on voit une différence aujourd'hui, c'est que euh, les startups qui sont au début et qui n'ont pas sécurisé du financement avant la crise, elles souffrent beaucoup, mais pas seulement en Roumanie, c'est un peu partout en Europe. Donc moi-même,
Je fais l'investissement en tant que business angel et j'ai des contacts avec les startups dans lesquelles j'ai investi et ils nous font savoir quel est leur état de santé financière, l'état des concurrents et ainsi de suite. Euh, je pense que là où il y a un potentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de financement. Il y a des nouvelles types de plateformes de financement qui sont lancées récemment en Roumanie où les gens, ils ont pris l'habitude d'investir des petits tickets de 1000, 2000, 3000, 5000 euros, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a des plateformes comme Seedblink en Mhm. Roumanie qui permet de lever quelques centaines de milliers d'euros pour faire du seed pour les startups. Euh, je pense que encore une fois, les crises sont plutôt des catalysateurs pour le lancement de nouveaux projets. Donc, on a des gens qui perdent leur travail et qui pensent que c'est une bonne opportunité pour démarrer des nouvelles activités. Donc, je pense il y aura des startups qui vont se lancer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et généralement, c'est en crise qu'il y a les nouveaux unicornes. Donc Amazon, Mhm. Amazon et Facebook sont lancés juste avant la crise la bulle, l'éclatement de la bulle Internet. Donc je pense que c'est une bonne période pour avoir des nouveaux startups localement et en Europe en général. Les habitudes de consommation ayant évolué rapidement suite à la pandémie, vous qui êtes investisseur dans des startups dans les domaines de la livraison à domicile ou des smart cities, je suppose que ces startups sont toutes aujourd'hui en période de croissance. Sentiez-vous que, au moment d'investir, que ces startups allaient bénéficier d'une opportunité de ce genre? Honnêtement, non. Donc, je pense pas que quelqu'un euh, pouvait s'imaginer il y a un an l'état dans lequel on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est dans une crise qui est différente parce que c'est pas une crise de consommation, c'est pas une crise de financière, c'est une crise qui est une crise où les gens, ils sont enfermés chez eux et la manière dont la consommation se fait est différente. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure on voit une différence et une accélération dans le développement de certaines startups. On a effectivement, je suis investi dans une startup qui développe des plateformes qu'elles mettent à disposition pour les boîtes qui font de la livraison à domicile ou de la commande de nourriture en ligne. Et on voit aujourd'hui un phénomène qui est très très intéressant, qui est un phénomène qui va au-delà des grosses agglomérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des petites villes, des villes de 5, 10 000, 50 000 habitants, où les gens ils ont besoin de ce type de plateforme qu'on trouve dans les grandes villes, comme à Bucarest ou à Cluj ou dans des villes en France, euh, où les grosses plateformes ne vont pas et où nous, on a une approche qui est complètement différente. Donc, nous, on a une approche plutôt de protection envers les petits commerçants. Donc, on met à disposition des outils justement pour donner aux petits commerçants la capacité de se prémunir et de se préserver et se protéger de l'arrivée des grosses plateformes dans les petites villes. Moi, je pense que le tissu économique et la valeur, elle est créée dans les communautés et il faut qu'on protège ces communautés. Donc, si demain, dans une ville de 5, 10 000, 50 000 habitants, on n'aura plus de bouchers, plus d'épiciers, plus de boulangers, plus de libraires, en fait, on aurait perdu le tissu économique de cette communauté. Donc c'est pour ça il faut les aider et les protéger. Et ça, ils peuvent pas le faire, malheureusement, ils peuvent pas le faire à leur niveau. Donc ils n'ont pas la capacité de développer, ils n'ont pas les compétences, la connaissance, mais par contre, ils ont la relation client, ils Mhm. ont une relation locale, ils connaissent leur clientèle.
Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur mettre à disposition cette couche technologique, justement, sans les tuer, donc en leur laissant la main sur leur modèle économique, en leur laissant la main sur la relation avec leurs clients, et justement en les aidant à se protéger contre l'arrivée des grosses plateformes qui sont en train de tuer tout le monde aujourd'hui. Avec le commerce local. Mhm. Et justement, c'est pas compliqué parfois d'interagir avec ces petits commerçants dans des villages où, par exemple, certains n'étaient pas capables de permettre de faire des paiements en ligne, par exemple, à une certaine époque. Est-ce que le discours doit commencer, on va dire, sur des discussions assez basiques comme cela pour pouvoir évoluer sur l'utilisation des services, ou c'est souvent des personnes très ouvertes qui ont juste envie d'avoir de l'aide rapidement Je et pense qui comprennent les enjeux? qu'aujourd'hui, pour eux, c'est une question de vie et de mort. Mhm. Ok. Beaucoup plus ouverts aujourd'hui à toute proposition qu'ils étaient il y a 10 ou 12 mois. Parce qu'aujourd'hui, si on prend ce qui se passe en France avec les supermarchés qui sont ouverts et les petits commerces qui sont fermés, les supermarchés peuvent prendre des commandes en ligne, par exemple, Mhm. ils ont la capacité de faire ça. Les petits commerçants ne peuvent pas se permettre de développer du jour au lendemain une plateforme de e-commerce. Donc aujourd'hui, on arrive avec une approche douce. Notre idée, c'est d'avoir des vecteurs locaux, d'avoir des ambassadeurs locaux, que ce soit les autorités locales, les mairies ou les associations locales de commerçants, avec quelqu'un qui va fédérer ces petits commerces, en fait. Donc, on ne veut pas discuter en direct avec tous les commerçants locaux. On va avoir un système de mini-franchise, on va dire, locale qui va porter notre offre vers ces communautés. Très bien. Et d'un point de vue économique, certains prédisent que les levées de fonds pour les startups vont ralentir, justifiant une peur d'investir. En qualité d'investisseur, pensez-vous tout d'abord que cela soit vrai? Donc, il y a la question, elle doit être un peu nuancée parce il y a beaucoup de types d'investisseurs, on va dire. Donc, Mhm. chaque investisseur a un profil différent. Si on parle de business angel, c'est un type d'investisseur. Si on parle des fonds de VC, c'est un autre type d'investissement. Si on parle de seedling, c'est encore un autre type d'investissement. Je pense que les petits investisseurs, on aura beaucoup d'activités. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, même dans ce qui se passe vis-à-vis de la bourse. Parce que les outils sont là, on a de plus en plus de petits investisseurs qui rentrent sur la bourse, même s'ils ne comprennent pas complètement ce qui se passe et comment il faut investir. Je pense que les fonds d'investissement traditionnels, les fonds de venture capital, doivent continuer à investir parce que c'est leur mandat, c'est-à-dire que les fonds d'investissement de type VC ont un mandat qui est à une durée déterminée. Donc, il faut qu'ils investissent. Donc, ils ont un budget qu'il faut qu'ils placent. Donc, le fait que on soit en crise ou pas en crise, peut-être que le profil des boîtes sur lesquelles ils investissent change un petit peu, mais de toute manière, ils ne peuvent pas s'arrêter d'investir. Et c'est un peu le cas sur les boîtes de private equity, c'est la même chose. Il y a des périodes de latence un petit peu parce que les gens, ils attendent de faire des bonnes affaires. En période de crise, tu peux faire des bonnes affaires parce que les négociations se portent sur le cash qu'on a et que les entreprises garde un peu pour pouvoir survivre. Et si on est en manque de cash, on est prêt à prendre n'importe quel deal, n'importe quelle négociation. Donc, non, je pense que c'est un peu différent en période de crise, mais je pense pas que on va sentir un ralentissement des investissements. Donc, ok, donc au niveau des investissements, donc on est à peu près sur la même chose, mais par contre, en termes de secteurs dans lesquels les investisseurs sont prêts à investir en termes de start-up, est-ce qu'on voit des changements?
Euh, je pense que clairement oui. C'est-à-dire que les secteurs qui sont très très touchés auront du mal. Donc tout ce qui est transport, tout ce qui est hospitality, en général, ils auront du mal à lever de l'argent. Par contre, il y a des secteurs qui sont en pleine croissance, donc tout ce qui est lié au e-commerce, que ce soit des outils, des plateformes. Nous, on est en train de lancer une plateforme avec le groupe Webhelp. On est en train de lancer une plateforme qui aide les plateformes à avoir de l'aide assistée, c'est-à-dire d'avoir des agents qui vont faire la vente avec les clients qui sont en train de visiter les sites. Donc tout ça, c'est des choses qui n'ont pas n'ont aucun mal à lever de l'argent aujourd'hui. Donc c'est assez sectoriel. Je pense après, il faudra regarder tout ce qui est biotech. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent. Tout ce qui est toutes les choses qui sont liées au machine learning et à l'intelligence artificielle, pareil, c'est des choses qui continuent à lever beaucoup d'argent. Tout ce qui est hardware lève beaucoup d'argent et continue à lever beaucoup d'argent. Donc, ça va en ligne avec les secteurs qui sont un peu touchés aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un manque dans certains domaines en termes de création de start-up en Roumanie aujourd'hui? Par exemple, je ne sais pas, agritech, ce genre de choses-là, green tech. Est-ce que vous voyez un nombre grandissant de start-up qui se créent dans ces domaines-là, ou est-ce que vous pensez que c'est là peut-être que les jeunes entrepreneurs devraient se focaliser aujourd'hui? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, il y a deux choses qui nous manquent en Roumanie. Il nous manque des entrepreneurs qui ont eu une exposition internationale. C'est-à-dire que pour créer une start-up, on ne peut pas la créer pour qu'elle prenne comme marché juste la Roumanie. Il faut que on réfléchisse à avoir une internationalisation très très rapide des startups en question. Et ça se fait si on connaît, si on a été exposé, si on sait comment appréhender une autre culture, donc là, on manque un peu d'entrepreneurs qui ont une exposition internationale. Et deuxièmement, ce qu'on manque en Roumanie, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de MeToo. Donc, il y a beaucoup de copycats de plateformes qui ont été développées déjà par ailleurs. Et il y a très peu de startups où on voit de la deep tech. Il y a Mhm. quelques-unes, mais très très peu en fait, par rapport à si je me rapporte à d'autres marchés, et pour moi le marché de référence aujourd'hui c'est la Suisse, où on voit pas qu'il y a un tissu avec beaucoup de startups aujourd'hui, mais où il y a beaucoup de startups avec de la deep tech, qu'on parle Mhm. de n'importe quel domaine, ça peut être la mécanique, la chimie, ou d'autres domaines. C'est ça les points un peu faibles de la Roumanie aujourd'hui. Donc en fait, vous pensez que beaucoup d'entrepreneurs créent pour faire une exit, on va dire très prochainement, dans l'histoire de générer du cash, en faisant justement des copycats de ce qui existe déjà dans d'autres pays? Oui, donc ça c'est le cas un peu partout dans le monde, hein. C'est pas, il y a très très peu de startups qui ont la capacité de passer au-delà d'une certaine taille et qui lèvent assez d'argent pour être eux-mêmes en capacité de racheter d'autres boîtes. La plupart du temps, les entrepreneurs, quand ils créent une start-up, ils pensent qu'à un moment donné, ils vont faire une sortie vers une corporate ou une start-up dans le même domaine ou dans la même niche. Et est-ce que vous avez des conseils en particulier à donner aux startups étant aujourd'hui en quête de levée de fonds? Moi, je pense que, en tout cas pour moi, quand je regarde une start-up, je regarde bien sûr l'idée, je regarde bien sûr l'attraction qu'ils ont, mais je regarde surtout l'équipe
de cette startup. Donc, j'ai investi dans pas mal de sociétés jusqu'à aujourd'hui, donc je pense plus d'une quinzaine. Et là où j'ai vu une vraie différence, même si l'idée fondamentalement n'était pas très différente, c'est parce que l'équipe était très expérimentée ou avait une énergie qui faisait que euh, ils arrivaient à se retourner, ils arrivaient à pivoter, ils arrivaient à trouver des nouvelles idées. Je dirais que être entrepreneur et surtout avoir une start-up, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que moi, les startups que j'ai vu réussir, c'est des startups qui ont passé 3, 4, 5, 6 années avant d'avoir une vraie traction et avoir du succès. Donc, il faut être très, très, très patient, il faut être résilient, il faut savoir bien négocier le management de son entreprise, le cash, donc le cash flow et ne pas rester en panne d'argent, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la vraie différence entre une startup qui va vivre une startup qui reste en panne d'argent, c'est aussi être un bon gestionnaire de l'activité. Vous avez mentionné du coup le fait que la cohésion au sein de l'équipe est une chose importante dans une startup. Euh, Comment arrivez-vous à jauger ça? Parce que dans le cadre d'un pitch, par exemple, ça peut durer 10 minutes. Euh, Comment faites-vous pour être capable de sentir cette cohésion d'équipe lorsque vous avez une startup qui pitch devant vous? Je dirais que c'est l'expérience aussi et un investisseur ne met jamais de l'argent dans une boîte au bout de 10 minutes. Donc, si l'équipe ou l'idée nous intéresse, il faut avoir des sessions. Là, les derniers investissements que j'ai faits, je pense que j'ai rencontré les équipes 5 ou 6 fois et on a passé du temps ensemble. J'ai validé des aspects dans tous les sens. Donc, l'expérience que j'ai et le parcours que j'ai eu me donne la chance de pouvoir challenger des entrepreneurs et par la technologie, et par le business, et par le marketing. Donc, je comprends, j'ai une compréhension qui est assez vaste, on va dire, de ce que c'est de développer une société, une startup. Donc, euh, c'est ça qui fait que je peux porter des conversations qui vont un peu dans toutes les directions. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une couverture dans l'équipe, c'est-à-dire que c'est pas suffisant d'avoir 3 personnes qui sont très enthousiastes, avec beaucoup d'énergie et leur profil, c'est des profils d'ingénieurs. C'est sûr, ils vont faire un très bon produit, mais ils vont pas savoir le vendre. Donc, il faut que l'équipe en face de nous soit complémentaire. Après, le fait qu'ils aient travaillé avant ensemble, le fait qu'ils se connaissent depuis très longtemps, le fait qu'ils aient fait leurs études ensemble, ça compte pour beaucoup aussi, hein, pour voir si l'équipe, elle va fonctionner. Et donc, suite à cette crise, donc où il y a eu une hausse du chômage généralisé à l'échelle globale, est-ce que cela a eu un impact positif sur les talents disponibles pour certaines entreprises que vous possédez ou dans lesquelles vous travaillez? Euh, je dirais oui et non. Donc, avec le transport, par exemple, qui a été bousculé, oui, il y a des gens qui ont été obligés de chercher du travail ailleurs. Mais je dirais pas que on sent pas dans notre domaine des changements fondamentaux aujourd'hui. Il y a pas des mouvements euh, comme ça a été le cas avec la bulle .com où il y a eu beaucoup de sociétés importantes qui sont restées à côté de la route. Maintenant, le fait de pouvoir être en télétravail, là où ça change, c'est que on a cette capacité à recruter au-delà du bassin sur lequel on recrutait il y a un an. On peut
recruter localement en Roumanie, on peut aller au-delà de la Roumanie. Et c'est le cas, c'est ce qu'on voit avec, pas au niveau des startups seulement, au niveau de Pitech, mais surtout au niveau du groupe. Au sein du groupe, nous, on a 65 000 collaborateurs. Le fait de pouvoir recruter un peu des gens un peu partout dans les régions où on est implanté, ça nous aide beaucoup. Donc ça, c'est le vrai changement vient du fait que le télétravail est devenu une norme aujourd'hui. Et vous pensez que le télétravail restera une norme suite à la fin de la pandémie? Je pense que oui, je pense qu'on on va revenir sur des choses un peu plus classiques, mais on va pas revenir sur le modèle traditionnel. C'est-à-dire que entre le modèle initial où nous on avait, je pense, une vingtaine de jours de télétravail par an, à 100% aujourd'hui. Donc 100% de nos effectifs sont en télétravail aujourd'hui depuis le mois de mars. Au moment où la crise sanitaire va se finir, on aura le vaccin, je pense qu'on va revenir sur un mode de fonctionnement à 50-50. C'est-à-dire que les Au gens, point de vue du du point de vue groupe. du groupe et de l'industrie en général. Mhm. Et personnellement, comment avez-vous vécu cette pandémie, le confinement, tout ça? Bah, je dirais que je me suis adapté personnellement très très vite. J'avais l'habitude de travailler comme ça parce que avant la crise sanitaire, la moitié de mon temps, je le passais à l'étranger. Donc je voyageais en permanence. Donc pour moi, le fait d'être au bureau, à la maison ou en déplacement, ça faisait pas une grosse différence. Euh, je pense que ce qui a changé pour moi, c'est, je dirais, une hygiène de vie un peu plus stricte. On mange plus sain, on va dire. Bon, c'est le fait on doit gérer le fait qu'on n'a pas de contact avec les amis. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé on l'a appris il y a une semaine, c'est qu'on a été infecté, donc on va bien dans la famille. Donc j'ai eu des symptômes qui étaient assez légers. On a été infecté lors d'un voyage en France il y a 2 semaines. Donc, bon, je dirais que ça n'a pas changé. Il y a pas toute la vie sociale qu'on avait avant. Donc, avant, on sortait beaucoup plus. On participait à des événements avec les clubs dont je faisais partie. Donc, tout ça, ça a changé, oui. Et est-ce que vous avez du coup des conseils à donner à ceux qui nous écoutent ce soir sur comment vivre mieux, rester productif à la maison? Je pense qu'il faut bien séparer l'espace de vie et l'espace de travail. Donc ça, il faut se faire un espace de travail qui soit constant, avoir une cadence et avoir une discipline dans ce qu'on fait. Euh, bouger, donc faire du sport, donc le fait qu'on bouge pas entre la maison et le travail, ça ne doit pas nous empêcher de faire du sport. Se hydrater, ça c'est très important, donc on oublie que ça c'est quelque chose qui est fondamental, surtout sur les activités un peu tertiaires. Euh, et après, bien décrocher une fois que la journée de travail est finie. Donc, le fait qu'on soit à la maison ne doit pas nous empêcher de s'arrêter à un moment donné dans la journée pour faire le break et pour pouvoir recommencer le lendemain. Et vis-à-vis de vos employés, comment gérez-vous en tant que leader justement cette relation, le work from home? Est-ce que vous avez mis en place des pratiques euh, avec eux pour faire en sorte que chacun soit heureux de travailler chez lui?
Je dirais qu'on a nos rituels vis-à-vis des équipes avec lesquelles je travaille. C'est beaucoup plus simple de faire du one-to-one, donc d'avoir des entretiens en tête-à-tête. Et après, on essaie de garder le contact avec les équipes via aujourd'hui des moyens technologiques. Donc, on communique avec les équipes sur nos activités, sur les résultats de l'entreprise. Euh, et à leur tour, je leur demande de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe plus de temps avec nos équipes, avec nos collaborateurs qu'avant, parce que avant les contacts étaient aussi beaucoup plus informels. Donc on se retrouvait à la cafétéria, on se retrouvait en bas des immeubles pour discuter. Donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus concentré vis-à-vis de la manière dont on suit les gens et sur la manière dont on écoute les gens, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est ça les grosses différences que je vois. Très bien. Bah, merci beaucoup, Bogdan. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Oui, alors j'ai un petit message. Bien sûr, dans l'Institut français, donc oui, donc les principaux points que j'ai donnés au début. Encore une fois, donc merci beaucoup à l'Institut français pour l'organisation de Novembre numérique. Merci à vous, Bogdan, pour votre temps, pour nous partager votre expérience et votre analyse de la situation. Et merci à toutes les personnes qui nous ont regardé ce soir.